Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Et un de plus, un autre accident de poids lourd a eu lieu ce matin au Lamentin. L'artiste de dancehall Kalash échappe à la prison. Il écope de 6 mois avec sursis pour détention illégale d'armes. L'opération Octobre Rose touche à sa fin. Il y a quelques semaines, la clinique Saint-Paul organisait une réunion d'information et de prévention sur le cancer du sein. Marie-Claire Delbecilla, célèbre photographe martiniquaise, nous a quittés. Son enterrement a eu lieu le 22 octobre dernier. Enfin, le 7e festival Caraïbes Hop a débuté ce mercredi 26 octobre. Jusqu'à lundi prochain, il mettra à l'honneur la danse de rue qu'est le hip-hop. Et pour commencer, aujourd'hui, mercredi 26 octobre, les 191 États qui constituent l'Assemblée générale des Nations unies se sont prononcés en faveur de la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba depuis de longues années par les États-Unis. Il est important d'observer que les États-Unis, justement, et Israël, son indéfectible allié, n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Encore un accident de poids lourd. Ce matin, une semi-remorque qui transportait du sable s'est renversée à la centrale des Carrières, au Longpré, au Lamentin, suite à une erreur de manœuvre du conducteur. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. L'État a récemment annoncé le renforcement de la lutte contre les automobilistes qui roulent sans assurance. En collaboration avec les assureurs, un fichier sera progressivement établi afin d'identifier avec précision les fraudeurs, encore bien trop nombreux. Rappelons que circuler sans être assuré est un délit passible d'une amende allant jusqu'à 3 700 € et d'une suspension du permis pendant 3 ans. Nous vous en parlions hier. Eduardo Cunha, le président déchu de la Chambre des députés et ex-homme fort de la vie politique brésilienne, est en prison préventive depuis la semaine dernière. Et il était temps, puisque nombre de citoyens brésiliens s'étonnaient que la justice emprisonne à tour de bras les caciques du Parti travailliste, auquel appartiennent les 2 précédents présidents, et laisse Eduardo Cunha en liberté. Pour justifier la mesure d'emprisonnement préventif, le juge Moro évoque la menace d'obstruction de l'enquête et la possibilité concrète de fuite liée aux sommes détenues par Cunha à l'étranger, ainsi qu'à sa double nationalité brésilienne et italienne. Le juge signale que l'ancien député, accusé de pratiques criminelles répétitives, exercées de manière professionnelle et sophistiquée, serait un habitué de l'intimidation des témoins à charge. Rappelons que Cunha est membre du parti du mouvement démocratique brésilien, auquel appartient aussi l'actuel président Michel Temer. Se sachant en mauvaise posture depuis l'ouverture de l'enquête Lavage Express, Cunha avait décidé d'orchestrer la destitution de Dilma Rousseff pour détourner l'attention. Pendant ce temps, entre chantage et menaces, il s'assurait en coulisses d'obtenir que la majorité des sénateurs, pour la plupart en délicatesse avec la justice et sur lesquels il possède de très nombreuses informations compromettantes, votent en faveur de la destitution de la présidente. Il faut dire qu'il maîtrise parfaitement les règles du fonctionnement institutionnel de son pays et qu'il a toujours tiré toutes sortes de ficelles au sein du Parlement, où il disposait de l'appui des lobbies du monde agricole, évangélique et des partisans de la liberté du port d'armes. D'ailleurs, le journal O Globo a publié une caricature le montrant comme un sorcier, remuant le contenu d'un chaudron fumant au-dessus du Congrès à Brasilia. Telle est donc la réalité politique d'un pays à propos duquel la presse occidentale évoquait sans cesse, il n'y a pas si longtemps, le miracle économique brésilien. Ce mercredi 26 octobre, Kalash, le chanteur de dancehall, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention illégale d'armes. Il ne fera donc pas de prison ferme. Pour rappel, le parquet avait fait appel du verdict rendu en première instance au mois de mai dernier. Le procureur réclamait 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Philippe Martinez, le président de la Fédération nationale de la CGT France, est actuellement en visite sur notre territoire. À cette occasion, il a exprimé sa volonté
de renforcer la proximité entre le syndicat et les salariés afin de lutter contre le phénomène de désyndicalisation qu'on constate aujourd'hui. En Martinique, l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Clarac organisait il y a quelques jours sa toute première journée porte ouverte. L'occasion de rappeler aux visiteurs que les soins palliatifs ne sont pas des soins pour accompagner les malades dans la mort, mais bien pour leur assurer les meilleures conditions de vie possibles compte tenu de leur pathologie. En France, depuis juin 1999, la loi vise à garantir l'accès aux soins palliatifs à tous, sans condition de ressources, de milieu social, de lieu de résidence ou encore de maladie. Il ne s'agit pas de proposer une aide à mourir, mais bel et bien des soins qui permettent aux personnes en fin de vie de terminer leur parcours dans la dignité jusqu'à leur mort naturelle. C'est ainsi pour sensibiliser la population à l'importance de ces soins palliatifs et à leur véritable fonction dans la vie des patients atteints de pathologies lourdes, incurables, que l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Clarac organisait sa toute première journée porte ouverte le samedi 15 octobre dernier. Une action qui a pleinement été associée à la Journée mondiale des soins palliatifs qui s'est déroulée le 8 octobre cette année. Le thème retenu, vivre et mourir dans la douleur, inutile et évitable, a été l'occasion de rappeler que chaque année, des millions de malades en phase terminale éprouvent des douleurs et une détresse inutiles parce qu'ils ne connaissent pas les soins dont ils ont besoin ou bien n'ont pas les moyens d'y accéder. Le 15 octobre dernier, les visiteurs ont pu découvrir à l'hôpital Clarac l'ensemble des ateliers mis en place pour apporter une réponse à la souffrance des personnes malades ou en fin de vie, ainsi qu'à leur entourage. Musicothérapie, réflexologie plantaire, massage sont autant de moyens de répondre aux besoins médicaux, sociaux, pratiques, spirituels des personnes qui sont en phase terminale. Les malades ont été présentés comme des personnes à part entière qui vivent tout simplement et non comme des patients en sursis ou des mourants. Il est important de comprendre que les soins palliatifs ne se limitent pas seulement au soulagement de la douleur et des symptômes. Ils doivent offrir aux malades et à ses proches la meilleure qualité de vie possible et une autonomie maximale en soulageant la douleur et en réduisant les symptômes des pathologies incurables sans pour autant agir sur leur cause profonde. Et samedi 15 octobre dernier, dans le cadre de l'opération Octobre Rose, la clinique Saint-Paul organisait une réunion d'information et de prévention sur le cancer du sein. Ce jour-là, le personnel de la clinique, ainsi que le praticien hospitalier pharmacien Jean-Louis Longuefosse, ont invité le public à une conférence qui portait notamment sur les médecines et pratiques thérapeutiques complémentaires au traitement contre le cancer. Des pratiques validées par l'Organisation mondiale de la santé. Pour Jean-Louis Longuefosse, fervent partisan de la phytothérapie, la science des plantes médicinales, certaines essences et préparations peuvent avoir des effets bénéfiques sur les patients. Mais il faut être très prudent. Il précise d'une part qu'il n'existe aucune plante permettant de se passer totalement de la chimiothérapie et d'autre part que si certaines plantes peuvent amplifier l'efficacité du traitement anti-cancer, d'autres en revanche risquent d'interférer avec celui-ci et de compromettre son action. Rappelons que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et que chaque année, on ne recense pas moins de 200 nouveaux cas en Martinique. Il est donc fortement recommandé aux femmes de plus de 50 ans d'effectuer un test de dépistage au moins une fois tous les 2 ans. Les enjeux des politiques d'égalité entre femmes et hommes dans les collectivités territoriales, c'est le nom de la conférence débat organisée par l'Union des femmes qui se déroule en ce moment même à la case avant de Tropicatrium. Selon Claudie Vouet, spécialiste de l'intégration du genre dans les politiques sectorielles qui anime cette conférence, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Elle préconise une feuille de route au sein des collectivités pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Le 15 octobre dernier, Marie-Claire Delbecilla, célèbre photographe martiniquaise et militante culturelle, s'est éteinte à l'âge de 66 ans à Paris. Le 22 octobre, son enterrement a eu lieu chez nous, à l'église des Terre-Saint-Ville. Plus de 200 personnes étaient présentes pour la cérémonie funéraire de Marie-Claire Delbecilla. Sa famille et ses proches, des photographes et des personnalités publiques,
tout simplement ceux venus l'accompagner, lui rendre hommage, lui dire au revoir. Décédée à l'âge de 66 ans, Marie-Claire Delbecilla est connue pour avoir été la photographe d'Aimé Césaire. Elle a ainsi capturé l'homme politique dont elle était proche pendant de nombreuses années, tant sur la scène publique que dans sa vie privée. C'est certainement leur complicité, ajoutée à son talent, qui lui a permis de réaliser des clichés inédits. Mais Marie-Claire Delbecilla est aussi connue pour son engagement. Celle qui se décrivait comme une militante culturelle a largement contribué, aux côtés d'autres, à mettre en place le CERMAC. Elle photographiait le Festival culturel de Fort-de-France et animait l'atelier photo du CERMAC jusqu'en juillet dernier, une mission qu'elle a menée pendant 38 ans de sa vie. Un être au grand cœur, sensible, aimant, plein de vie et d'une grande détermination, voilà ce qu'on retient de cette grande dame, de son œuvre dans ce monde. Le 22 octobre, ceux venus la célébrer lui ont offert un hommage coloré à son image. Il portait de l'orange ou encore du jaune. Nous avons aussi aperçu des foulards couleur madras, un beau clin d'œil à celle qui les portait fièrement sur sa tête. Il a fallu, ce jour-là, dire au revoir. Nous avons une pensée pour les proches de Marie-Claire Delbecilla, à qui nous présentons à nouveau nos sincères condoléances. Dans le cadre de la fête de la science en Martinique, l'AME, l'Agence martiniquaise de l'énergie et le Carbet des sciences proposaient le village de la science au Palais des Congrès de Madiana, samedi 15 octobre dernier. Christophe Simonin, le directeur du Carbet des sciences, également coordonnateur de la fête de la science chez nous, a expliqué que le village de la science vise à promouvoir la science auprès de tous, à la démocratiser, autrement dit à la rendre accessible au plus grand nombre. Une trentaine d'exposants étaient ainsi présents à Madiana pour répondre aux interrogations du grand public et le familiariser davantage aux sciences. Cette année, un concours intitulé Science en images a également été proposé. Il s'agissait pour les participants d'utiliser tous les types de supports disponibles, dessins, photographies, vidéos, pour réfléchir à l'homme dans son environnement, plus précisément aux défis qu'il a à relever au présent et à l'avenir. C'est finalement Maryse Bast qui a été classée première avec sa production « Quand l'abeille va, c'est que l'environnement va ». Une autre jeune fille, Louise Volpi, a quant à elle été récompensée par le prix Coup de cœur pour le dessin qu'elle a réalisé sur une espèce en voie de disparition, les tortues. Elle a expliqué que ces animaux vivent aujourd'hui dans un environnement beaucoup trop pollué et qu'il est important, ce sont ses mots, de les laisser tranquilles pour qu'elles continuent à vivre leur vie. Fin de citation. D'où le titre d'ailleurs de son très beau dessin, Laissez-les tranquilles. Samedi 15 octobre dernier, la Fédération martiniquaise de la Ligue de tennis a organisé une manifestation intitulée « Tennis ensemble » au Lamentin. Cette rencontre avait pour principal objectif de rassembler les Martiniquais de tout âge et de toute origine sociale autour de ce sport qui est aujourd'hui pratiqué par 26 millions de personnes en Europe. Il faut dire que les prix du matériel ayant considérablement diminué, le tennis s'est progressivement démocratisé, se dissociant largement de l'image élitiste qui lui était traditionnellement associée. Durant toute la journée, donc, les joueurs amateurs et professionnels ont disputé de nombreux matchs. Petite parenthèse historique, si le tennis a été inventé en Angleterre, le terme provient en fait du français « tenez », du verbe « tenir ». Au XVe siècle, après avoir été capturé lors de la célèbre bataille d'Azincourt, en pleine guerre de 100 ans, un chevalier français a introduit chez les Anglais la pratique du jeu de paume. Cet ancien jeu de raquettes est donc devenu, suite aux innovations apportées par les Britanniques au XIXe siècle, le tennis que nous connaissons aujourd'hui. Tenez était tout simplement le mot que l'on adressait à son adversaire avant de servir. La 7e édition du festival Caraïbes Hop a débuté ce mercredi 26 octobre et s'achèvera lundi prochain, le 31 octobre donc. Au programme, il y aura des battles, des masterclass et des conférences. Pour l'association Version Hip Hop qui organise l'événement,
L'objectif est de faire découvrir au public des talents locaux et internationaux et aussi de susciter des vocations. Vous vous en rappelez peut-être, en 2013 a eu lieu ce que l'on a appelé le scandale des lasagnes. C'était des lasagnes faites avec de la viande de cheval et non avec de la viande de bœuf, comme c'était indiqué sur les emballages. La conséquence de ce scandale, une conséquence heureuse, c'est qu'à compter du 1er janvier 2017, tous les plats cuisinés qui comportent de la viande et du lait auront l'obligation d'indiquer précisément l'origine de cette viande et de ce lait. À nous, consommateurs, d'être attentifs. Récemment, l'Agence française de développement, l'AFD et la région Guadeloupe ont organisé un séminaire pour débattre du devenir économique de la Guadeloupe. Il a été question de l'industrie du film, du tourisme, du low cost, du développement durable, mais de toute évidence, il manque un véritable plan qui pourrait rendre cohérentes toutes ces initiatives. Un certain nombre de projets ont tout de même été évoqués, comme celui de planter 10 000 pieds de pois d'Angole portés par la communauté du Nord de Basse-Terre. Il a également été question du nouveau port qui va mobiliser 87 millions d'euros d'investissement d'ici 3 ans. On notera que ce port a le même objectif que celui de la Martinique, devenir une plateforme de distribution. On a particulièrement retenu, à l'occasion de ce séminaire, un projet très original pour la zone de Jarry et surtout une vision très futuriste de ce que pourra être demain l'île de Marie-Galante, une île du tourisme durable. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.